Bienvenue. Abonnez-vous à la chaîne, partagez, likez. Est le garant des libertés fondamentales. Souvent évoquée dans les débats publics, parfois citée dans les médias, la Constitution est pourtant mal connue du grand public. Qu'est-ce que c'est réellement? À quoi sert-elle? Surtout, pourquoi est-elle si importante pour une nation et ses citoyens? Classe citoyenne, l'éveil du moi citoyen. La classe citoyenne accueille aujourd'hui Marina Dedo, titulaire d'un master en sciences politiques fondamentales obtenu à l'école doctorale des sciences juridiques, politiques et administratives de l'université d'Abomey-Calavi. Marina, bonjour. Marie-Léa, bonjour. Alors Marina, pour commencer, pourriez-vous nous donner la définition de la Constitution? Bien sûr. Formée à partir des deux éléments latins comme qui signifie avec et statuere qui signifie établi, la Constitution signifie littéralement établi ensemble. Elle enferme le pouvoir dans un cadre juridique contraignant et elle est la norme juridique suprême de l'État. Elle contient les règles les plus importantes qui régissent le fonctionnement et l'organisation de l'État. Elle comporte aussi des dispositions qui sont relatives aux libertés publiques ainsi qu'à l'organisation territoriale. La Constitution n'est pas qu'un instrument juridique. Elle est toujours l'expression d'un projet politique global et traduit un rapport de force politique. Elle détermine la règle du jeu politique que les gouvernés et les gouvernants doivent théoriquement respecter. C'est ça. Elle exprime une idée de droit selon la formule de Georges Budon. C'est-à-dire, elle est une représentation de l'ordre social idéal. Au-delà d'un simple texte, elle est donc un cadre intellectuel et juridique qui répond à des questions fondamentales qui sont: qui détient le pouvoir? Comment s'exerce-t-il? Et quelles en sont les limites? Classe citoyenne, le droit de participer. Ma contribution de citoyen à la souveraineté nationale. Donc Marina, la Constitution n'est pas seulement un document politique, elle est aussi une construction théorique qui fonde l'ordre social et juridique. Tout à fait, Marie-Léa. Selon Aristote, la Constitution est une œuvre humaine et une œuvre politique. Sa création et sa préservation dépendent de l'action des hommes. C'est pourquoi elle intéresse non seulement les juristes, mais aussi les philosophes et les politologues. On entend parfois dire qu'il existe plusieurs formes de constitution. Peux-tu nous éclairer, Marina? Bien évidemment. Les constitutions ne sont pas toutes identiques. On distingue d'abord les constitutions écrites et les constitutions non écrites. Une constitution écrite est formalisée dans un texte unique ou un ensemble de lois constitutionnelles. Elle représente la grande majorité des constitutions modernes. C'est le cas du Bénin avec la Constitution de 1990 ou encore de la France avec celle de 1958. Une constitution non écrite ou encore coutumière repose sur des traditions, des pratiques et des textes dispersés. Elle est l'ensemble des règles relatives à l'organisation du pouvoir qui ne se trouvent pas sous forme écrite. Ces règles sont appelées conventions de constitution. Mais cela n'empêche pas qu'un ou plusieurs documents écrits servent de base pour cette constitution. Et par exemple, on sait que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, l'organisation politique des États était régie presque entièrement par la coutume, notamment dans les États monarchiques, avec des règles de dévolution du monarque. Effectivement, Marie-Léa. La forme coutumière a progressivement disparu en même temps que la monarchie absolue. Les 18e et 19e siècles correspondent à des époques de rénovation politique et par conséquent constitutionnelle. De plus, elle représente trois inconvénients majeurs par rapport à une constitution écrite. Nous parlons bien sûr de la constitution coutumière. Elle n'est pas réfléchie, puisqu'elle ne provient pas d'un choix ni d'une construction rationnelle. Elle est imprécise et peu détaillée, puisqu'elle ne peut prévoir aucun cas qui ne soit déjà arrivé, et pose des problèmes de clarté et de sécurité juridique. Elle n'est pas non plus démocratique dans son élaboration, parce que le peuple n'est pas associé. D'un autre côté, contrairement à une constitution écrite, elle est une constitution orale et est souvent moins sujette aux aléas de la politique. Alors actuellement, seul le Royaume-Uni, on peut le dire, est resté fidèle à une constitution coutumière parmi les États occidentaux, même si cette position est nuancée par certains. Exactement.
D'autres pays dans le monde, notamment certains pays musulmans comme l'Arabie Saoudite ou l'Israël, la Nouvelle-Zélande, Oman ou le Québec, en sont dotés également. Et l'Arabie Saoudite, on le rappelle, a une constitution religieuse et non coutumière. Exactement, Marie-Léa. Classe citoyenne. Mes droits, mes devoirs, ce qu'en disent les penseurs. Et toutes ces constitutions sont-elles modifiables de la même façon, Marina? Non. Et c'est là qu'intervient une autre distinction qu'on doit faire. Certaines constitutions sont rigides et d'autres souples. Une constitution est dite rigide quand sa révision requiert une procédure différente de l'adoption des lois ordinaires comme celle des États-Unis ou du Bénin. La révision, dans ce cas, exige une procédure lourde, souvent une majorité qualifiée ou un référendum. Une constitution est dite souple quand la procédure de révision ou d'amendement est la même que la procédure d'adoption des lois. Elle peut être modifiée comme de simples lois. Et souvent, ces constitutions sont rares, puisqu'il s'agit souvent de constitutions formelles. Exactement, Marie-Léa. Et rappelons que ce qui compte dans la définition d'une constitution entre rigide et souple est seulement et uniquement la procédure de révision et non pas le fait qu'elle facilite ou non l'adoption d'une révision de la Constitution. Mais alors, comment une constitution naît-elle? Qui la rédige? Les constitutions peuvent naître de différentes façons. Certaines sont octroyées, c'est-à-dire imposées par un souverain, comme on l'a vu dans certaines monarchies. D'autres sont pactées, issues d'un compromis entre le pouvoir et les forces sociales. Mais les formes les plus démocratiques sont la constitution adoptée par une assemblée constituante élue par le peuple, parfois validée ensuite par référendum, ou celles qui sont rédigées par un gouvernement ou un comité restreint désigné par lui. D'un côté, les assemblées constituantes ont pour mission principale de rédiger un texte constitutionnel, mais peuvent aussi exercer simultanément le pouvoir législatif. Et donc, le travail de ces assemblées est le plus souvent organisé sur le même mode que celui des assemblées parlementaires classiques. Nous évoquons des commissions spécialisées, par exemple, qui étudient des propositions qui sont ensuite discutées et adoptées en séance plénière, Marina. Effectivement. En général, le mandat de cette assemblée constituante cesse dès qu'elle a définitivement adopté le texte de la Constitution. C'est le cas de la Constitution béninoise de 1990, qui est le fruit de la conférence nationale et de la volonté populaire. D'un autre côté, la rédaction de la Constitution par un gouvernement ou un comité restreint désigné par lui peut s'avérer une solution plus rapide. Exceptionnellement, le pouvoir exécutif s'attribue ou se fait reconnaître le droit de rédiger un texte constitutionnel. Les comités restreints qui l'assistent sont le plus souvent composés de responsables politiques et de spécialistes du droit constitutionnel. Et si cette méthode est plus rapide, ne souffre-t-elle pas de quelques insuffisances? Bien sûr, Madame Marie-Léa. À la différence des membres de l'Assemblée constituante, les comités spécialisés ne sont pas désignés par les citoyens au suffrage universel. Leurs propositions sont, la plupart du temps, soumises à l'approbation du peuple par la voie du référendum, afin de donner au texte constitutionnel son caractère de norme fondamentale. Et donc, l'origine d'une constitution en dit déjà beaucoup sur le régime politique du pays. Tout à fait. Une constitution imposée traduit un pouvoir autoritaire. Une constitution adoptée par le peuple symbolise la démocratie et la souveraineté populaire. Mais Marina, une fois adoptée la Constitution, elle ne reste pas figée pour toujours. Non, la Constitution doit être stable, mais elle peut évoluer pour s'adapter aux réalités. On parle alors de révision constitutionnelle. Et quels sont justement les mécanismes de révision possibles? Il en existe plusieurs. On peut distinguer la révision parlementaire où une majorité qualifiée de députés et sénateurs doit voter la réforme. On peut également distinguer le référendum, où c'est le peuple qui se prononce directement. Dans certains cas, il existe des clauses d'intangibilité, des dispositions qui ne peuvent jamais être modifiées dans la Constitution. Au Bénin, par exemple,
La forme républicaine de l'État et le caractère laïque ne peuvent pas être mis en cause. Classe citoyenne, l'éveil du mois, citoyen. Alors, Marina, peux-tu nous donner un exemple concret? Bien sûr. Aux États-Unis, par exemple, modifier la Constitution exige les 2/3 du Congrès et la ratification des 3/4 des États fédérés. C'est pourquoi depuis 1787, elle n'a été amendée que 27 fois. À l'inverse, la France a révisé la Constitution de 1958 à plusieurs reprises, par voie parlementaire ou référendaire. Est-ce que la révision de la Constitution est une faiblesse pour un État, Marina? Je ne pense pas, Marie-Léa. C'est plutôt une preuve de souplesse démocratique. Une constitution n'est pas figée. Elle peut être révisée. Mais les révisions doivent se faire dans l'intérêt général et non pour les ambitions personnelles. Le danger à ce niveau, c'est de fragiliser l'équilibre démocratique. L'esprit de 1990 reste un repère. Protéger les droits des citoyens et limiter le pouvoir. Ainsi, les révisions doivent être faites avec prudence et dans l'intérêt du peuple, pas pour satisfaire les ambitions personnelles de quelqu'un. Par exemple, en 2019, la Constitution de 1990 a été révisée pour introduire la parité homme-femme en politique, renforcer la Cour des comptes et mieux encadrer le financement des partis politiques. Ces changements visaient à moderniser notre régime démocratique. Mais comme toujours, les révisions suscitent des débats, car elles touchent à l'équilibre des pouvoirs et aux valeurs fondamentales du pays. Et justement, on entend dire que des constitutions sont révisées ou modifiées pour arranger les dirigeants du moment. Et cela pose un problème. Et cela reste un vrai défi en Afrique et ailleurs. Une constitution n'est pas immuable, comme je viens de le dire, mais elle doit être révisée dans l'intérêt collectif et non pour satisfaire des ambitions personnelles. Et quand elle est manipulée, cela fragilise la démocratie et peut entraîner des crises politiques. Alors, au-delà de tout ceci, quelle est la véritable portée d'une constitution dans un État? Elle a plusieurs dimensions. Quand nous prenons le plan politique, elle organise la vie démocratique et encadre le pouvoir. Sur le plan juridique, c'est la norme suprême qui encadre toutes les lois. Sur le plan social, elle garantit les droits et libertés fondamentaux. Et enfin, symboliquement, la Constitution incarne les valeurs et l'unité d'un peuple. Classe citoyenne, ces concepts qui organisent notre vie collective. Donc la Constitution n'est pas seulement un test juridique, c'est aussi un symbole. Exactement, Marie-Léa. Prenons l'exemple de l'Afrique du Sud. La Constitution de 1996 ne se limite pas à organiser les institutions. Elle symbolise la fin de l'apartheid et consacre l'égalité de tous les citoyens dans cet État. Et chez nous au Bénin, qu'a représenté la Constitution de 1990? Chez nous au Bénin, la Constitution de 1990, modifiée le 7 novembre 2019, est la loi fondamentale qui organise la vie politique, économique et sociale. Adoptée à la suite de la conférence nationale, elle a marqué la rupture avec le régime marxiste-léniniste et établi un État démocratique et pluraliste, fondé sur le respect des droits de l'homme et la séparation des pouvoirs. Et donc, cette constitution, elle a joué un rôle décisif dans la transition démocratique. Absolument. La constitution de 1990 a permis la mise en place d'institutions solides comme la Cour constitutionnelle, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, ou encore la Commission électorale. Ces institutions ont garanti la transparence et la régularité des scrutins, faisant du Bénin un modèle démocratique en Afrique dans les années 1990. Concrètement, quels droits cette constitution garantit aux citoyens béninois? Cette constitution garantit la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté d'association et de manifestation. Elle reconnaît aussi l'égalité entre les hommes et les femmes, le droit à l'éducation et au travail. Vous pouvez retrouver ces notions dans les articles 22, 24, 25, 26, 30 et 31 de la Constitution. Grâce à la Constitution béninoise, chaque citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle pour faire valoir ses droits. Et ça, c'est au niveau de l'article 122.
ce qui est une avancée remarquable en Afrique. On dit souvent que la constitution béninoise est un bouclier contre la dictature. Pouvez-vous nous expliquer? Effectivement, la constitution béninoise a été qualifiée de bouclier contre la dictature, puisque selon l'article 42 nouveau de la constitution béninoise, le mandat présidentiel est limité à 2 mandats de 5 ans et empêche un président de s'accrocher indéfiniment au pouvoir. C'est un acquis majeur, même si des débats ont eu lieu autour des révisions constitutionnelles récentes. En fixant ces règles, la constitution béninoise protège la démocratie, garantit l'alternance au pouvoir et tout citoyen béninois a le devoir sacré de la respecter en toutes circonstances. Selon vous, Marina, est-ce que cette constitution a aussi contribué au développement du pays? Bien sûr, elle a contribué au développement de notre pays car elle a apporté la stabilité politique, condition indispensable pour attirer les investissements et favoriser la croissance. L'identité citoyenne, des droits, des responsabilités. Dès les années 1990, si vous l'avez remarqué, le Bénin a été reconnu comme un laboratoire de la démocratie en Afrique, ce qui a renforcé sa crédibilité internationale. Mais peut-on dire que la démocratie existe sans constitution? Non, c'est difficile de le dire ainsi, puisque une démocratie sans constitution claire risque de s'affaiblir. La constitution encadre le fonctionnement des institutions, fixe la durée des mandats, prévoit les élections et surtout consacre la souveraineté du peuple. C'est elle qui transforme le vote citoyen en une véritable légitimité politique. Elle protège aussi les citoyens parce qu'elle fixe des limites au pouvoir politique. Par exemple, elle définit la durée du mandat présidentiel, comme je viens de le dire, encadre la séparation des pouvoirs, garantit les libertés fondamentales comme la liberté d'expression, de religion ou le droit de manifester. C'est elle qui empêche qu'un dirigeant ou une institution ne prenne tout le pouvoir dans un État. On peut dire, Marina, que la Constitution est à la fois la boussole, le garde-fou et le ciment de la vie politique et citoyenne alors. Absolument, Marie-Léa. Elle est le pacte commun qui unit un peuple et qui organise son avenir. La Constitution béninoise du 11 décembre 1990, pour contextualiser, est le texte fondateur de la démocratie béninoise. Elle est garant des droits et libertés des citoyens. Elle est le cadre qui limite le pouvoir et favorise l'alternance. Elle est également le pilier de stabilité politique et de crédibilité internationale. C'est grâce à cette constitution que le Bénin est passé d'un régime autoritaire à une démocratie reconnue dans le monde entier. Classe citoyenne, liberté individuelle et publique. Merci beaucoup, Marina. Marina Dedo, vous êtes titulaire d'un master en sciences politiques fondamentales, obtenu donc à l'école doctorale des sciences juridiques politiques.